prévu. Alors, écoutez, c'est la quatrième année que nous faisons le Vitrine Réel. Bienvenue, tout le monde. C'est une rencontre qui est enregistrée, hein, je le rappelle. Nous le faisons depuis l'année dernière dans le cadre du mois de l'éducation ouverte, un événement là, qui est organisé en bonne partie par la Fabriquerel. Ça s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'éducation ouverte. Drôle d'expression, vous allez dire, par rapport à notre mois. C'est que nous, la semaine de l'éducation ouverte, c'est un événement international. C'est organisé, entre autres, par Open Education Global qui a suggéré cette idée-là. Donc, ça se fait un petit peu partout dans le monde. Nous, bon, on avait beaucoup de choses à dire, vous avez vu dans le calendrier, il y a quand même beaucoup d'événements. Aussi parce que ça tombait un peu sur une semaine de relâche pour plusieurs personnes. On s'est dit, bon, on va étendre ça sur un mois. Ça s'est très bien fait l'année dernière. Et cette année, ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'on a ouvert aussi, je dirais, à l'international, parce qu'on a des présentations du côté européen. Peut-être qu'on a certaines personnes européennes avec nous qui vont se pointer tout à l'heure. C'est l'après-midi pour eux, évidemment. Donc, un petit peu la nouveauté. Malheureusement, l'Université d'Ottawa n'est pas avec nous cette année pour toutes sortes de raisons. Vont probablement se rejoindre l'année prochaine. Mais donc, on est plus entre nous cette année. Par contre, on a des présentations un petit peu au dehors de la Fabrique REL seulement, donc des REL qui ont été créés par d'autres personnes, dans d'autres contextes, d'autres organisations. Alors, voilà pour la nouveauté. Alors, je ne me suis pas présenté officiellement. Je suis Claude Potvin, qui est conseiller pédagogique à l'Université Laval, mais aussi à la Fabrique REL depuis 4 ans. Je suis associé à la Fabrique REL. Et puis, ben voilà, donc mon co-animateur, c'est Christian Lachapelle, que vous voyez à l'écran. Christian va être, il est coordonnateur, Christian, de la Fabrique REL. Et Christian va s'occuper de la modération aujourd'hui. Je remercie tout de suite là, Gabriel Veilleux qui était là tout à l'heure, et Laurent qui se joint. Ce sont nos techniciens qui sont à l'autre bout, qui assurent donc que tout se déroule bien aujourd'hui. Alors, voilà, donc cette première partie, on a 5 présentations, donc on devrait en avoir jusqu'à peut-être 1 heure au gros maximum. Donc, je rappelle la formule: 10 minutes de présentation plus 5 minutes de questions, commentaires, échanges, etc. On a simplifié un peu la formule. On utilise non pas le Q&A, mais le chat, tout simplement. S'il y a des commentaires en cours de route, on pourra. C'est quand même assez rapide, fait qu'on va peut-être concentrer les questions à la fin plutôt que pendant, à moins que ce soit vraiment, vraiment très, très spécifique. Donc, vous pourrez chatter vos questions si vous le désirez ou commentaires. Et puis, ben voilà, Lisa a ajusté son nom tout à l'heure. Si vous voulez ajuster votre nom, votre prénom, vous pouvez le faire en cliquant sur les 3 petits points à côté de votre nom. Là, ça va vous permettre de savoir à qui exactement on s'adresse. Alors, je vais demander aux personnes qui ne présentent pas de fermer leur microphone. La première personne qui va présenter, c'est Julien Pierre, qui est de l'Université de Sherbrooke. Alors, Julien, comme je ne vous connais pas beaucoup, je vais vous laisser vous présenter vous-même et partager votre présentation. Donc, l'antenne est à vous pour les 10-15 prochaines minutes. Ouais, merci. C'est bon pour le partage? Ça arrive. Ça Hop. s'en vient. Parfait. Voilà. Et si je clique sur les boutons, est-ce que ça bouge après? Ok, je passe pas. Ok, super. Eh ben, merci à vous pour pour l'invitation. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Julien Pierre, je suis prof de communication au département de communication à l'Université de Sherbrooke. Et donc là, je vais vous présenter la murale du numérique. Je lance mon chrono puisque je me connais sur la gestion du temps. Alors, très rapidement, la murale du numérique, c'est un outil qui peut avoir plusieurs usages. Là, je vais présenter 3 scénarios pédagogiques très rapidement. Je sais qu'on a que 10 minutes. Donc, c'est principalement un outil de sensibilisation. Et puis, ça peut parfois aussi servir d'outil de mobilisation autour de tous les enjeux socio-écologiques
du numérique aujourd'hui. C'est un outil que j'utilise principalement avec des étudiants au bac, mais qui a été aussi utilisé en cégep et qui pourrait avoir aussi une pertinence, à mon sens, avec des étudiants en secondaire 4 ou 5 par exemple. C'est un outil donc que j'ai développé avec les étudiants que j'ai en bac de com appliqué, donc dans un cours qui s'appelle le Com 131, enjeux sociaux du numérique. Ça fait des années que je donne des cours comme ça, là, qui sont plutôt des cours magistraux. Il y a énormément de littérature scientifique sur les enjeux numériques. Il y a beaucoup de concepts. Et puis, j'ai été arrivé à un point où, pendant 45 heures, je débitais du concept. Donc, à un moment, c'était un peu tannant, à la fois pour moi et pour les étudiants. Et puis, les étudiants, fondamentalement, ils apprenaient pas grand-chose parce que ils sont quand même assez lucides. Alors, ça mettait des mots sur des pratiques, sur des phénomènes, sur des interrogations qu'ils avaient. Donc, ça apporte un vocabulaire, ça permet d'apporter quelques explications, mais quand même, dans l'ensemble, ils sont assez lucides de leurs propres pratiques, des stratégies des entreprises comme Google, Facebook et compagnie. Mais l'un dans l'autre, avec cette lucidité vient une forme de fatalisme, c'est-à-dire que, OK, ils nous piquent des données personnelles, OK, ils nous empêchent de dormir le soir parce qu'on fait du doom scrolling ou des choses comme ça. Mais nous, en tant qu'individus, on est un peu limité en termes de pouvoir d'agir. Donc, j'essayais de voir comment, à la fois dans les explications que je pouvais leur donner et puis dans les actions qu'on pouvait faire ensemble, ils pouvaient essayer de s'en sortir et d'avoir des usages un peu plus désirables du web. Il y avait quelqu'un, quand j'ai fait une animation une fois de la murale, qui a dit, bon, aujourd'hui, moi, je prends plus de plaisir à aller sur le web, j'y vais quand même, mais il n'y a plus de plaisir, quoi. Donc, comment essayer de renouer un petit peu avec ce type d'usage-là? J'ai regardé s'il y avait des outils qui existaient aujourd'hui. J'en ai pratiqué certains, comme la fresque du numérique, puis c'était pas satisfaisant. Donc, le plus simple pour moi était de fabriquer l'outil. Donc, la première chose, le premier scénario dans lequel j'utilise la murale du numérique, c'est vraiment un outil de sensibilisation à ces enjeux sociaux et écologiques du numérique. Et puis, j'ai divisé ça en 6 catégories. Donc, il y a 48 cartes. Il y a des cartes qui abordent les aspects sociaux, les aspects économiques, technologiques, psychologiques, les aspects de régulation ou les aspects juridiques et des aspects environnementaux, écologiques. Et donc, voilà la présentation très rapide des cartes. Il y a 6 cartes que je donne obligatoirement au début à tous mes étudiants. Ils se mettent par groupe de 6 ou 7, par petite équipe. Je leur donne les 6 premières cartes et puis ils discutent ensemble de c'est quoi Internet, c'est quoi le commerce électronique, c'est quoi l'exploitation des ressources naturelles qui vient avec nos usages numériques. Et puis, à partir de là, commence à aborder chez eux des centres d'intérêt. Il y en a qui veulent plutôt aller sur des enjeux écologiques, d'autres qui veulent aller plutôt sur des enjeux psychologiques. Donc, ils choisissent les thèmes qu'ils veulent discuter ensemble. Je leur donne après un deuxième lot de cartes. S'ils veulent discuter environnement, je vais leur donner le lot 2.3 par exemple. Il y a 3 cartes vertes, donc qui sont des cartes écologiques. Mais systématiquement, dans chacun des lots, je joins aussi des cartes d'autres domaines. Là, ça va être du domaine juridique et du domaine économique, par exemple. Comme ça les force aussi à voir un petit peu que ces liens numériques, c'est pas uniquement des enjeux écologiques, il y a derrière des enjeux de régulation, il y a des enjeux économiques. Donc, on est vraiment dans une approche systémique ici. Et puis, finalement, les étudiants posent les cartes sur une grande feuille de papier, ils positionnent ce qui est prioritaire ou ce qui est secondaire, ils prennent pas toutes les cartes, ils n'ont pas envie de prendre toutes les cartes. Ils vont aller dans une ou deux dimensions si c'est celle-là qui les intéresse le plus, mais ils personnalisent petit à petit à l'intérieur de leur équipe leur rapport au numérique. Et c'est vraiment ça, moi, que je voulais construire avec les étudiants. Là, on le voit au moment d'une restitution en classe, un groupe qui explique aux autres à quoi ressemble leur mural à eux en tant qu'équipe, en disant nous, c'est ça qui nous interpelle, c'est ça qui nous inquiète, c'est ça qui nous fait vibrer quand on est dans le numérique. Ils l'expliquent aux autres. Et ce partage d'expérience, je trouvais il y avait pas mal de vertus. Moi, j'apprends énormément de choses. Ils se rendent compte qu'ils ont des pratiques qui sont pas forcément similaires à chaque fois. Ça me permet quand même de glisser quelques concepts au cours du jeu. Et puis, ça développe vraiment une logique systémique en disant, ouais, j'avais pensé aux enjeux psychologiques, mais j'avais pas compris qu'il y avait la législation, il y avait du technique, il y avait de l'économique derrière. Donc là, ce pari est réussi à mon sens, en tout cas, avec la murale. Deuxième scénario, c'est qu'en fait, les étudiants, non seulement
je fais le jeu de cartes avec eux, mais les cartes ont été écrites par les étudiants, les promos précédentes. Et puis le deuxième scénario, c'est que bah, maintenant, les étudiants réécrivent, améliorent les cartes des autres étudiants. Systématiquement, il y a une face avec du texte et puis une face avec une visualisation de données, avec des cartes par exemple. C'est sourcé systématiquement, donc on s'appuie sur des données existantes, sur la littérature scientifique. Et donc, il y a tout un processus éditorial là, qui permet d'améliorer les cartes. On peut ajouter de nouveaux contenus si on a envie d'ajouter de nouvelles disciplines, par exemple. Et moi, c'est la quatrième année là, que j'utilise ça, ou la quatrième itération que je fais dans des sessions. On l'a donné au séminaire de Sherbrooke. Je sais qu'il y a une collègue au Cégep de Granby qui était intéressée aussi. Et puis voilà, il pourrait y avoir aussi des étudiants au secondaire qui seraient intéressés par ça. Et puis dans d'autres facultés, à l'université, il pourrait aussi y avoir un intérêt à utiliser le jeu. Donc ça, c'est le deuxième scénario, c'est vraiment la réécriture, apporter des compléments d'information. Des fois, c'est mal écrit, des fois, c'est un petit peu trop long, des fois, c'est des données qui sont un petit peu vieilles, des fois, c'est des données qui sont pas au Québec. Donc, voilà, il y a encore plein de pistes d'amélioration sur les contenus. Donc, on est vraiment sur des logiques itératives là-dedans. Et puis, avec l'idée aussi que bah, petit à petit se construise une communauté autour de la murale avec des extensions de jeux de cartes. On est vraiment dans cette logique-là. Et aussi, ça va nous amener sur le troisième scénario pédagogique, c'est le passage à l'action. Donc avec l'idée ici que bah, on a posé un diagnostic sur nos propres usages du numérique, on a vu ce qui nous intéressait, ce qui nous interpellait là-dedans, et pour lutter contre le fatalisme, bah, moi je leur dis bah, qu'est-ce que avec les compétences qui sont les vôtres, j'ai des étudiants qui sont en communication, mais ça peut être des étudiants en droit ou en biologie. Euh, avec les compétences qui sont les vôtres, comment est-ce que vous pouvez agir pour avoir un usage plus raisonnable, plus désirable du numérique? Et le temps d'une session ou sur deux ou trois cours, par exemple, ben, quelles sont les actions qu'on peut poser qui, à la fin, permettraient de dire, ben voilà, à partir de maintenant, je sais comment mieux agir avec le numérique, quelles sont mes responsabilités, les responsabilités des autres, et comment je peux avoir un usage du numérique qui soit un petit peu plus acceptable. Olivier, il nous resterait 2 minutes. On devrait y être, ne plus bouger. Si, voilà. Donc là, le groupe que je vous avais montré tout à l'heure, par exemple, bah, il disait, nous, en tant qu'individu, on ne peut pas agir au niveau écologique. Donc, ils sont partis sur une idée d'action et puis finalement, ils ont pivoté vers autre chose et ils ont fait un kiosque de sensibilisation écologique au numérique avec toute l'empreinte carbone, par exemple, avec de la collecte de vieux matériaux qu'on peut recycler, qu'on peut donner à un serpillarien, par exemple. Et puis, il y en a d'autres qui sont partis sur des semaines de retraite numérique, de diète numérique. Il y en a qui ont fait des conférences, qui ont organisé des conférences ou des tables rondes avec des experts qui sont venus en parler. Donc chacun à leur manière, à l'intérieur de leur communauté, avec les publics qui sont les leurs, avec les moyens qui sont les leurs, ben, ils ont organisé des actions qui ont permis effectivement bah, de sensibiliser des familles, d'autres étudiants, d'autres profs, etc., etc., de récupérer du matériel qui était obsolète et qui aurait pu produire des formes de pollution. Donc ils se sont engagés à la hauteur de leurs moyens dans voilà, des usages que eux ont estimés en tout cas plus raisonnables du numérique. Donc ça, c'est le troisième scénario qui mène à la mobilisation. Chacun de ces scénarios est accompagné de supports, de guides. Il y a Marianne Dubé qui est ici, là, qui m'a aidé aussi à la formulation de ces guides-là et de ces supports. Donc tout est disponible sur le site web muralnumérique.québec, à la fois les cartes à imprimer ou à utiliser sur écran, les guides pédagogiques, à la fois les supports pour les étudiants et pour les profs. C'est les étudiants qui font l'animation eux-mêmes dans chacune de leurs équipes. Les cartes sont aussi accessibles au format web. Et puis, alors la plupart des guides sont prêts. Il y en a un dernier là sur le processus éditorial qui est un peu plus compliqué qu'il faut que je finalise. Et puis avec Marianne, on devrait déposer ça prochainement. Ça fait des mois que je dis ça, mais voilà, petit à petit, on avance sur ce projet. Voilà, merci à vous pour votre attention. Et merci beaucoup, Julien. Euh, je regardais s'il y avait des questions. Est-ce qu'on a des mains levées? On n'a pas de commentaires dans le chat. Questions, c'est le temps. On va prendre quelques minutes. Il y a Marie-Michel qui dit... Ah, c'est un applaudissement. Merci.
D'accord. OK, un Donc, petit commentaire. j'ai eu de la Pardon? misère à lever ma main, mais là, Oui. j'ai levé ma main. Ah, oui. Excusez, j'ai D'accord. fini par retrouver c'était où, excusez. Merci, Julien, c'était vraiment super intéressant. Je me demandais, est-ce que tu as eu le temps d'avoir des rétroactions des étudiants par rapport au fait que, puis des étudiantes, que c'est pas des travaux jetables, ce qu'ils font devient quelque chose de réel? Est-ce qu'il y a eu des rétroactions par rapport à ça pour eux? Ouais, le passage au projet a été vraiment transformateur chez beaucoup d'entre eux là-dessus. Euh, Vraiment le fait de poser des actions concrètes dans un premier temps. Euh, Là, la dernière fois que je l'ai donné, c'était à l'automne 24. Donc, ils ont fait les actions en général fin novembre, début décembre. J'ai pas eu l'occasion de recroiser beaucoup d'étudiants depuis, là, parce qu'ils sont partis en stage, notamment chez nous. Euh, mais voilà, il y en avait beaucoup notamment tous ceux qui avaient fait des activités de retraite numérique, de diète numérique, de régime numérique, etc., etc., là, qui avaient pris conscience que, alors, à la fois, ils avaient des usages qui étaient abusifs, mais parfois pas tant que ça, et puis surtout qu'ils avaient des leviers d'action pour essayer de réduire un petit peu le type Mhm, d'usage ou le type d'abonnement auquel ils avaient souscrit, donc de mieux choisir leurs sources et ainsi de suite. Donc là, on va essayer de voir aussi sur le long terme. C'est aussi pour ça que je voudrais essayer d'installer une espèce de communauté pour qu'aussi on ait des retours sur moyen ou long terme en disant bah, voilà, qu'est-ce que les actions ont véritablement transformé. Là, sur la prochaine session, on va mettre ça en place. Je voudrais mettre des actions un peu plus pérennes aussi là-dessus, notamment sur ce qu'on appelle des mines urbaines, c'est-à-dire qu'on va récupérer des vieux téléphones, des vieux ordinateurs. Donc là, on est aussi sur des actions qui peuvent avoir des effets à long terme là-dessus, parce qu'on évite de la pollution, on remet ça dans des économies circulaires, par exemple. Donc là, on serait sur des logiques qui seraient beaucoup plus pérennes là-dessus. Merci, Julien. Il y a une autre question de la part de collègue Marianne. Oui, merci. Merci pour la présentation. C'est vraiment excitant de voir l'avancement du projet. En même temps, je prenais des notes, j'allais voir en ligne. C'est super. Ma petite question, c'est par rapport à la production des cartes dans le deuxième, comme deuxième scénario. Est-ce que les Ouais. étudiants sont invités à produire eux-mêmes des cartes ou les bonifier ou les mettre à jour? Euh, est-ce que, puis en même temps, je réfléchissais, je me disais, ah, mais eux, est-ce qu'ils sont, premièrement, est-ce que ces productions-là sont aussi rediffusées par la suite? Deux, est-ce que les étudiants sont informés du coup aussi des licences, puis des ressources éducatives libres? Oui, tout à fait. Les étudiants, je leur explique à chaque fois que les cartes qu'ils utilisent ont été écrites par d'autres étudiants avec eux, que ils sont, bah, alors après ça donne lieu à une évaluation aussi, mais ils sont amenés à soit à bonifier effectivement des cartes existantes, ou bien à en proposer de nouvelles. Là, j'ai eu une dizaine de nouvelles cartes qui se sont jointes avec la dernière session. Je leur explique que, et puis sur le site web, là, ils sont nommés systématiquement en tant qu'auteurs, contributeurs de la carte. Et puis, ce que j'avais dit aux étudiants là, qui avaient fait la toute première édition, c'est que j'avais, je sais pas, 36 étudiants, je crois, de mémoire. Ils avaient écrit chacun deux cartes. Euh, les cartes à l'époque, là, ce que je leur demandais, c'était aussi de produire à côté une espèce de petite fiche de synthèse venant compléter, parce qu'on n'avait que 90 mots finalement, mais que bah voilà, chacun à leur niveau, ils avaient essayé, ils avaient acquis une espèce d'expertise sur leur sujet, par exemple, et que bah, en joignant toutes les cartes et toutes les références bibliographiques qui étaient associées à chacune de leurs cartes, on avait l'équivalent d'un mémoire de maîtrise. Donc, c'est des étudiants de bac et tous ensemble, collectivement, bah, ils ont produit l'équivalent d'un mémoire de maîtrise en termes de références bibliographiques, en termes de présentation de concepts là-dessus. Donc, dans une certaine mesure, voilà, j'essaie de valoriser aussi leur travail par ce type de rétroaction. Merci beaucoup, Julien. Je dois quand même faire une petite remarque, là. C'est intéressant parce que c'est une ressource qui est évolutive, là. Julien disait que ça faisait 4 ans qu'il l'utilisait, donc voir un peu l'évolution de la chose dans le temps.
Il y a plusieurs pistes d'évolution hein, dans les scénarios. Ça, c'est intéressant comme façon de faire évoluer une règle, que d'ajouter des scénarios d'année en année aussi. Alors, et aussi, particularité, là, l'intégration des personnes étudiantes dans la conception même de la chose. Donc, c'est vraiment intéressant, cette façon de faire là. Alors, merci beaucoup, Julien, pour Merci cette à vous. présentation. Claude, juste un Oui, petit détail technique, là, les gens qui veulent réagir, là, il y a l'icône de cœur là, dans le bas, là, c'est là-dessus que vous appuyez. Puis là, ensuite, il y a un panneau, là, et toutes les réactions sont là, mais il y a aussi un bouton lever la main après ça. Donc, c'est indiqué soit réagir ou react. Alors, n'hésitez pas là, à la période de questions de réagir. Voilà. super. Alors, on est prêt à passer à la deuxième présentation. C'est un projet que je connais un peu plus parce que ça fait 2 ans que je travaille avec Lisa Giacchini à la Fabrique Réelle. Alors, Lisa, est une enseignante de physique au Cégep Édouard Montpetit. Alors, elle vient nous présenter son projet de manuel de physique appliquée en radiodiagnostic. Alors, à toi la parole, Lisa, pour les 10-15 prochaines minutes. Oui, ben merci beaucoup. Ça me fait plaisir aujourd'hui de présenter mon projet, notre projet en fait. Par ailleurs, une de mes collaboratrices en radiodiagnostic, je vois qui s'est rejoint à nous. Donc, je vais lui demander tout à l'heure si elle veut ajouter quelque chose, évidemment, à ce que je dirais. Donc, c'est comme Claude disait, manuel de physique appliqué en radiodiagnostic. C'est un projet fait en collaboration entre les départements de physique dont je fais partie, parce que je suis enseignante en physique, et les départements de radiodiagnostic du Cégep Édouard Montpetit. Et première chose, ce qui nous a animés pour faire partie de ces projets, c'est dans le fond les désirs de créer du matériel de qualité, que ce soit gratuit pour les personnes, pour les étudiants, les personnes étudiantes, et aussi adapté à nos besoins. Donc, intégré dans une approche programme, en fait, qui nous permettait de vraiment aller intégrer la physique dans les domaines des radiodiagnostics. Donc, que ce soit le plus possible fidèle aux besoins qu'un étudiant en radiodiagnostic. Donc, les publics cibles de notre Euh, manuel. Lisa, est-ce que tu voulais partager ta présentation aussi Oui, je ou partage plus la tard? ressource. Je vais juste finir de dire quelque chose, puis je partage D'accord, tout de suite d'accord. Je la voulais juste ressource. m'assurer Oui, que parce que l'année passée, j'avais la présentation, mais ça a pris trop longtemps. Fait que là, j'ai décidé de juste dire quelque chose avant et de présenter la ressource. parfait. Et J'étais la un peu ressource, mêlé parce qu'on a fait le test tout à l'heure. Là, je ne savais plus. Là. J'aime autant c'est ça, m'assurer. OK. Bravo. On continue. Et donc, notre public cible, ce sont les personnes étudiantes et les personnels enseignants des cégeps où il y a ces programmes des techniques en radiodiagnostic. Donc, notre cégep, Édouard Montpetit, plus encore 5 cégeps, Outaouais, Ansic, La Flèche, Rimouski et Sainte-Foy. Puis en plus, il pourrait être utilisé aussi par les technologues en milieu de travail ou responsables des stages ou utilisé bien aussi pour la préparation à l'examen d'admission de leurs professionnels. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager l'écran pour vous montrer la ressource, mais j'invite aussi Patty à intervenir étant donné qu'elle est là. Donc, si elle veut intervenir pour tout à l'heure compléter mon discours, ben, c'est bien apprécié. Donc, je vais partager l'écran. Je veux dire, en attendant que ça arrive, c'est la deuxième phase du projet. Hein. Il y a eu une phase qui avait été présentée l'année dernière aussi. Phase 1. C'est ça. Moi, je pense que. Attendez. Sélectionner les Ça bons. s'en venait. En attendant, là, Christian vient de mettre le lien de partage. Ah, voilà, c'est arrivé. Vous voyez la ressource? On voit le Zenodo. OK, c'est arrivé, c'est bon. Oui, c'est bon.
Parfait, merci beaucoup pour votre patience. Alors, je vais montrer, dans le fond, les livres en format PDF. Je vais vous montrer quelques outils pédagogiques un peu plus intéressants. Donc, par exemple, on a dans un chapitre en particulier, on a intégré des GIFs pour faire comprendre mieux à l'étudiant certains phénomènes d'interaction des rayons X avec la matière, comme celui-ci. Puis, on a aussi intégré, je vais aller chercher par ici, à la page. On a aussi intégré des laboratoires virtuels de l'Université du Colorado. Donc, on peut accéder, dans le fond, au simulateur directement sur le site de l'Université du Colorado, ou bien on peut aussi utiliser un lien qui va, dans le fond, amener au fichier HTML qui a été déposé à notre ressource elle-même. Donc, on peut aussi accéder simplement en allant sauvegarder ces fichiers-là qui, dans le fond, il a été déposé avec notre REL. Ensuite, on peut vous montrer un autre outil pédagogique. En fait, on a ajouté des vidéos qu'on a prises nous-mêmes au Cégep Édouard-Montpetit. Donc, je l'avais déjà. C'est des vidéos pour faire mieux comprendre certains éléments qu'on explique dans le chapitre de radiographie. Donc, ça, c'est les bras d'hépatie qui est là, qui nous montre la grille antidiffusante. Donc, voilà, ça, ce sont quelques outils pédagogiques que nous avons intégrés à notre REL. Puis, évidemment, comme la plupart des manuels, il va y avoir aussi des exemples. Puis, l'autre chose qui est intéressante, je vais peut-être partager un nouveau. L'autre chose qui est intéressante, c'est la présence des cartes conceptuelles à la fin de chaque chapitre. Par exemple, celle-ci. Donc, à la fin de chaque chapitre, pour aider l'étudiant à organiser les concepts, on a créé ces cartes conceptuelles. Voilà, donc ça fait le tour un petit peu des différents éléments pédagogiques qu'on a mis. Ensuite, bon, évidemment, il y a les mises en situation ou les exercices à la fin avec les corrigés. Ensuite, on a ajouté aussi des annexes. À la toute fin, on a ajouté les annexes, en annexe, un abrégé des mathématiques pour les étudiants pour lesquels les mathématiques, c'est un petit peu loin et donc doivent réviser ces notions, et puis un formulaire. Voilà, je pense que je suis dans les temps. Donc, je vais demander à Patty si elle veut juste dire quelques mots de plus pour compléter ce que je viens de dire. Patty, ton micro est fermé, je crois, ou il ne fonctionne pas. On n'entend pas. Patty est une des 3 enseignantes de radiodiagnostic avec lesquelles tu as collaboré, hein, Lisa? Oui, exactement. Il y avait 3 enseignants. Et puis, bon, sans oublier la présence, évidemment, de l'étudiante qui était précieuse. Une étudiante que j'ai eue pendant les cours de radiodiagnostic, en fait, à collaborer avec nous, à donner ses rétroactions pour tous les chapitres dans un point de vue d'étudiant. Puis, évidemment, je continue à l'utiliser. La ressource a été utilisée pour la partie qui était complétée l'année passée pour les cours. Cette année, je l'utilise, évidemment, puis j'ai continuellement les rétroactions des étudiants. Patty, tu veux faire un autre?
Non, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Le micro est toujours. Bon, OK. ça va être pour Alors, une autre fois. OK. Ça pour une autre fois. Euh, je voulais, je ne sais pas s'il y a des commentaires, parce qu'on est rendu là, des personnes de l'auditoire. Je vois pas de. Oui, il y a une question de Marianne. Ben, j'applaudissais, mais je vais quand même Ah, prendre le oui, micro. c'est ma vue, là. On met Oui, toujours les applaudissements puis la main levée. ça. Mais en fait, Lisa, toutes mes félicitations. Je reconnais l'ampleur d'un tel travail. Euh, c'est vraiment une ressource qui est de qualité. J'étais dans Zenodo, je regardais l'ensemble des éléments différents et j'admirais tout le travail, l'effort aussi qui a été dédié à rendre disponible chacune des composantes pour permettre à n'importe qui de le reprendre, de le réutiliser. Et là, je regardais, il y a des composantes, tu sais, H5P, tout ça. Alors, on va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même, mais dans ton, tu sais, dans ton enseignement au cégep, est-ce que tu utilises Moodle? Comment tout ça s'intègre ou s'articule dans ta pratique Ouais. d'enseignement? En fait, pour les tests diagnostiques, c'est celui-là qu'on a mis en format H5P, là. Moi, je fais plutôt avec Informs pour les étudiants pour avoir en fait les résultats, là. Mais évidemment, les formats H5P, c'était plus souhaitable en termes de dépôt là, de la réelle. Donc, je fais quand même en PDF ce qui, je veux dire, les PDF de Forms que j'utilise normalement, puis si quelqu'un qui prend la ressource veut l'intégrer à son propre Forms, ben, il y aura malheureusement à recopier à la main les questions. Sinon, il va pouvoir intégrer l'H5P en Moodle ou avec d'autres logiciels qui pensent utiliser. Toujours possibilité de recopier les sources. Merci, Marianne, pour la question. Il faut souligner aussi quand même, tu l'as mentionné, Lisa, mais c'est parce que c'est pas, je le mentionne parce que je vois beaucoup de projets, puis c'est pas dans tous les cas on fait quand même la recherche pour trouver des ressources qu'on peut récupérer. Et ce que vous avez fait quand même, il y a des ressources qui ont été en libre, qui ont été réutilisées, là, tu l'as dit, de l'Université du Colorado. Alors, ça vaut la peine de voir ce qui existe dans ce cas-ci. C'est des ressources qui étaient pertinentes. Vous avez presque rien à modifier, je pense, hein. Elles étaient utilisables, peut-être même en français, hein, si je me rappelle bien. Oui, en fait, elle était très pertinente, disons, pour la partie un peu plus générale. Je vais t'avouer que pour les simulations, j'aurais aimé, par exemple, ben, on verra dans le futur, là, mettre des simulations pour des mises en situation un peu plus contextualisées en radiodiagnostic. Alors, dans ces cas-là, il faudra les faire parce qu'il y en a pas. J'en avais trouvé une, mais il n'était pas en accès libre. Donc, il n'était pas avec une licence CC qu'on pouvait utiliser. Donc, c'est ça. Si je vais intégrer des simulateurs dans la partie plus spécifique radiodiagnostic, à ce moment-là, je pense que je vais devoir les créer. Je suis en réflexion par rapport à ça. Là. Ben, vous allez faire comme Julien, notre premier présentateur, après 4 ans. Il continue de l'améliorer à chaque année. Donc, c'est infini, ça, Lisa, hein. Je ne sais pas si vous Ouais, savez c'est dans ça. quoi vous êtes embarqué, mais le bras dans le tordeur, hein, c'est comme ça. Oui, oui, c'est infini. Non, Normal. mais après 2 ans de travail, là, bravo, belle réalisation. C'est quand même énormément de travail. Là. On a vu qu'un petit bout, mais si vous allez effectivement voir la ressource, c'est un gros, gros, gros travail. Puis un beau travail d'équipe aussi. Je dois dire, là, avec la collaboration entre les 4 profs, 2 départements, c'est particulier, ça, quand même. On n'a pas vu ça très souvent dans les projets. Alors, chapeau pour ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a Cathy qui est arrivée tout à l'heure. On n'a pas fait de test technique, mais Cathy est une habituée. Cathy est au pôle d'expertise intérieure dans la formation à distance. C'est une de mes collègues, là, parce que je suis impliqué aussi au pôle d'expertise en formation à distance un petit peu. Et puis, ben, Cathy est venue nous présenter une ressource qui s'appelle Communiquer en formation à distance. Là, vous avez, c'est sur Genially. Je pense que Christian va vous copier les liens dans le chat. Alors, Cathy, à toi pour les prochaines 10-15 minutes. Merci Claude. Allô tout le monde. Oui, en fait, je viens vous parler de deux ressources.
euh, que j'ai regroupées sous la thématique de communiquer en formation à distance. Peut-être pour situer un petit peu justement au pôle d'expertise en FAD, nous, notre objectif premier, c'est de mutualiser tout ce qui se fait en formation à distance, puis d'accompagner aussi, en termes de ressources éducatives numériques, d'accompagner les établissements à produire des ressources éducatives, donc par le biais de divers systèmes. Donc, dans les deux ressources que je vais vous présenter, il y en a une qui a été faite en partenariat avec le Cégep de Sainte-Foy. Donc, c'était à l'initiative d'un conseiller pédagogique qui a voulu adapter une ressource. Et puis, l'autre, ça a été fait à l'interne, une ressource qui a été aussi adaptée de l'Université de Montréal. J'aurais pu vous présenter plein parce qu'on en a d'autres, là. Surtout là, dernièrement, il y a plusieurs ressources qui ont été produites par les établissements. J'aurais aimé ça pouvoir être accompagnée de quelqu'un de Sainte-Foy, mais les choses se sont fait un petit peu. En fait, la personne qui a travaillé sur le dossier n'est plus là. Bref, je vous partage mon écran. Dans le fond, les deux ressources visent vraiment à disons, j'allais dire encadrer, je ne sais pas si c'est le bon terme, là, mais tout ce qui est la communication en formation à distance, parce qu'on sait que ça peut quand même être un enjeu de garder le contact avec les étudiants quand on est dans un contexte de formation à distance. Donc, on propose deux ressources. La première, c'est celle-ci que je vous place ici, qui est on appelle ça un guide de communication avec les personnes étudiantes. Fait que l'idée de cette ressource-là, c'est de proposer et de réfléchir en amont de son cours à une structure de communication. Donc, c'est-à-dire déterminer les moments auxquels je vais communiquer avec les étudiants, ce que je vais leur dire, à quoi va servir ce temps-là. Et on peut communiquer une portion préalable aux étudiants, mais c'est surtout pour soi, en fait, pour se structurer. Donc, à partir de, notamment, bon, justement, la première séance de cours, ça peut être je vais me déplacer le petit pour moi, la petite rétroaction ou les périodes d'évaluation. Donc, par exemple, ici, on voit travail 1, évaluation 1. Fait que à chaque semaine, en fait, on propose une interaction ou une communication. Puis l'idée, c'est vraiment de proposer une structure logique pour ne pas perdre des morceaux. Parce qu'en communication, en formation à distance, ce qui est quand même très important, c'est de garder le lien. Là, on parle toujours de la présence à distance, notamment. C'est vraiment un point essentiel. Puis, l'UDEM avait proposé une ressource qui était fort intéressante et qu'on a décidé d'adapter pour qu'elle soit plus, comment dire, visuellement plus attractive et intéressante, puis aussi qu'elle permette justement d'avoir une structure comme ça sur la session. Donc voilà, donc en fait, pour chaque semaine, on propose une interaction potentielle. Donc par exemple, on dit à la semaine -1, quand on ouvre l'environnement numérique d'apprentissage, de faire une prise de contact, d'inviter les personnes enseignantes à survoler le cours. Donc, on propose comme ça à chaque semaine, si on veut, un type d'interaction qu'on pourrait ou qu'on devrait avoir avec l'étudiant dans l'optique là de garder ce lien-là. Donc, des fois, ça peut être des liens très spécifiques. Donc, si par exemple, c'est avant après la remise d'un travail, ça peut être une rétroaction. Suite à l'évaluation, mais si c'est avant le travail, on va aussi leur écrire pour indiquer c'est quoi les modalités de dépôt de cette ressource-là, se rappeler qu'il y a une évaluation la semaine prochaine, donc ce genre de choses-là. On a produit ça, donc on a la ligne du temps, puis on a aussi, quand on clique sur télécharger le guide complet de communication, on va atterrir sur cette ressource-là. Je vais peut-être remonter au début, voilà, qui est un petit guide PDF. Et puis, ce guide PDF-là, en fait, il propose vraiment des modèles. Donc, pour chaque type d'interaction qu'on suggère, il y a des modèles de texte. Donc, par exemple, ici, je vais juste dérouler rapidement par là. L'échelle du temps qu'on voyait tout de suite, on la suggère aussi en tableau pour la voir différemment. Puis, on annexe donc les exemples. Donc, par exemple, en semaine 4 à semaine 13, 1 à 2 semaines avant les évaluations, on propose de rappeler les procédures et les consignes et de conseiller les personnes étudiantes. Donc, on a relié ça à l'exemple F, qui est un exemple de courriel ou de message qu'on pourrait mettre dans un forum, par exemple, ou dans des nouvelles si on était dans Moodle. Et là, je ne zoome pas du tout, je me rends compte que c'est peut-être pas très agréable, mais je vous laisse... je peux peut-être. Je me bats avec ma barre Zoom. Je vais zoomer peut-être un petit peu. Voilà. Donc, on a un modèle comme ça de proposer qu'on peut copier-coller, comme je disais, dans un courriel ou bien dans un forum.
Et puis, on réfère aussi là où est-ce que, si ce courriel-là provient de quelque part ou s'il y a des ressources supplémentaires, comme là ici, le centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal, avec des outils là, qui peuvent bonifier un petit peu ce courriel-là. Fait que ça, c'est pour la ressource de guide de communication pour faciliter là, puis structurer en fait ces interactions avec les étudiants tout au long de la session, avec quelque chose d'un petit peu plus macro. Dans le micro, on a développé, donc comme je disais, avec le Cégep de Sainte-Foy, une adaptation d'une ressource qui était donc déjà existante, qui me semble aussi de l'Université de Montréal. Si je me rappelle bien, je vais juste aller vérifier mes propos exactement. Et donc, cette ressource-là, on a décidé de la rendre aussi là, un petit peu plus visuelle, j'allais dire. L'Université de Montréal avait fait un espèce de genre recto verso. On l'a adapté aussi à la formation à distance adéquatement. Et puis, là, c'est vraiment plus dans excusez l'anglicisme, mais dans le day-to-day, là. Donc, comment est-ce qu'on devrait interagir vraiment sur le plan communicationnel avec nos étudiants? Évidemment, c'est une ressource qu'on peut présenter aux étudiants dès le début du cours pour baliser les types d'interactions qu'on va avoir, structurer aussi la façon dont on va communiquer, ce qu'on s'attend aussi comme type de communication avec l'étudiant. Mais ça peut revenir là dans la façon dont on va interagir avec eux. Donc, pour nous, c'est une ressource qui est destinée aux enseignants ou conseillers pédagogiques, mais pour leur faciliter la communication avec leurs étudiants et pour leur donner aussi une ressource sur laquelle ils peuvent s'appuyer et qui peuvent aussi transmettre, là, évidemment, à leurs étudiants au besoin. Donc, ça vous donne un peu une idée. Fait que pour chaque grande catégorie, on va avoir des exemples là vraiment. Donc, dans le numéro 1, s'identifier, se présenter, on va suggérer d'utiliser son prénom, ses noms officiels. Quand on est en synchrone, de porter des vêtements appropriés au contexte académique, etc. Donc, vous allez voir que les choses sont quand même tournées relativement larges pour ne pas s'adresser qu'aux étudiants, pour s'adresser à l'enseignant ou au conseiller pédagogique qui peut encadrer les enseignants, pour qu'ensuite de ça, les enseignants puissent utiliser ça aussi au besoin pour baliser les communications avec les étudiants à l'intérieur même du cours. Donc, ça peut être vraiment dans le cours à proprement parler, mais aussi pour toute la session, évidemment. Donc, voilà, nous, on suggère, comme c'est indiqué ici, là, de la présenter puis de l'intégrer peut-être directement dans l'environnement numérique d'apprentissage au besoin là, pour baliser, puis ça devrait probablement être présenté là, dès le début de la session. Et puis, on décline comme ça pour chacune des grandes sections, là, si on veut. Puis, on propose là, des comportements à avoir et à adopter pour faciliter puis améliorer la communication et créer aussi une atmosphère là, de partage qui soit la plus pertinente et agréable possible. Voilà, je pense que j'ai présenté sommairement, mais ça vous donne une idée. Super, il nous reste trois petites minutes pour en discuter ou pour commenter, donner des commentaires. Il y a Marie-Michel qui applaudit, hein. Je pense que c'est encore une main levée, mais c'est des applaudissements à tout le monde, hein. On s'applaudit. Mais c'est une super belle réelle, en fait. Moi, c'est assuré que je le transfère à mes équipes de programme, là. Ah, très chouette. Ah, ben, je suis contente de l'entendre. Pour nous, c'est important là, que ce qu'on fasse, ça soit pertinent dans le milieu. Donc, je suis super contente de l'entendre. Excellent. Merci. Merci, Yeah. Olivier, à la main levée. Félicitations pour je vais un peu faire du pouce sur ce que Marie-Michel vient de dire. J'ai une collègue qui travaille une amie chez TELUC, puis je vais lui envoyer ça, c'est certain, parce que je pense que moi, la formation à distance pendant le COVID au Cégep, on l'a vécu. Fait que là, j'avais quelque chose comme une espèce un aria, si on veut, là, avec ça. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Puis même moi, d'un point de vue pédagogique, là, je voyais comment le travail était bien fait avec les savoir-faire puis toutes ces choses-là. C'est Ouais. vraiment complet. Puis je pense que ça peut être. Je pense que je vais voler les canevas pour mes MIO à mes élèves à certains égards. Donc, merci beaucoup. Ben, tellement. Ben, tant mieux. Bien contente de savoir que ça sera utile, là. L'idée, c'est justement de se faciliter la tâche aussi, là, parce que ces genres de courriels-là, on les renvoie à chaque fois, puis peu importe le nombre de groupes, tu vas dupliquer ça, là, fait que... Je me suis fait les miens, mais je trouve que les tiens sont beaux, les vôtres. Ben, écoute, si ça peut être utile, c'est l'intérêt. C'est tout l'intérêt de cette ressource-là.
Et merci Cathy, c'est une ressource, je pense pas qu'il y ait d'autres mains levées commentaires. Belle ressource de riche, très riche, hein? Et puis de qualité aussi du point de vue visuel. C'est des ressources d'un style un peu différent de celle qu'on a vue tout à l'heure, Ouais. évidemment. Mais j'aurais une petite question super rapide. Est-ce qu'on a eu des rétroactions? On a des commentaires en direct, mais de personnes qui l'auraient utilisé. Est-ce qu'on a commencé à voir ça ou Pas encore, je sais. Ben, en fait, c'est très la nouveau encore? deuxième, ouais, c'est très nouveau. La deuxième, je sais qu'elle avait été utilisée justement à 5 fois, mais moi, j'ai pas eu de rétroaction. Je pense que c'était passé par la conseillère pédagogique qui est partie à la retraite entre-temps. Donc, mais non, pas de rétroaction encore, là, mais éventuellement, ouais, nous aussi, on aimerait bien en avoir, forcément. C'est normal, c'est des réelles nouvelles qu'on présente cette année, hein, c'est ça. On présente des C'est nouveautés, nous. ça. Ça va un petit peu vieillir dans le temps, ça. Merci beaucoup, Cathy. Merci à tout le monde. Alors, nous voilà maintenant à la présentation de Marie-Michel Gouin de l'Université de Sherbrooke. Qu'elle vient nous présenter, c'est c'est un guide FAD aussi, donc initié par l'École de gestion. Et on m'indique applicable à toutes les disciplines qui souhaitent offrir des cours en FAD. Alors, Oui, tout ben le on monde. reste un peu dans le même thème comme tel. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. OK, parfait. Donc, on reste dans le même domaine que ce que Cathy a présenté tout à l'heure. Ben d'abord, en fait, le guide FAD, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était une ressource qui avait été éditée pour la première fois avant la pandémie. Puis là, ben, dans le fond, nous, on a repris un guide FAD Express qu'on a remis au goût du jour et puis parce qu'il y avait eu plusieurs changements depuis, ça évolue très, très, très rapidement, la FAD. Donc, essentiellement, on l'a revu et augmenté. Donc, je m'appelle Marie-Michel Gouin. Je suis professeure à l'École de gestion, responsable de plusieurs programmes de certificats en santé, sécurité au travail, puis également de deuxième cycle en gestion stratégique de la santé, sécurité au travail. Puis, lorsque je suis arrivée en poste, en fait, il y avait vraiment un grand besoin à savoir de migrer plusieurs cours qui s'adressaient à des professionnels en exercice, en formation à distance. Et donc, dans le cadre de ces programmes-là, il y avait plusieurs cours qui devaient être migrés à partir de cours existants. Et en parlant avec d'autres enseignants, puis des profs responsables également, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est qu'on avait vraiment là un besoin de développer un guide pratico-pratique là, pour enseigner en formation à distance. Et de là est né le premier guide FAD qui a été donc réédité et rendu disponible en réel aujourd'hui même. Merci encore, Marianne. Et donc, ce guide-là, en fait, comprend 3 documents, OK, que je vais vous présenter. Puis là, à la toute fin, vous allez voir qu'il y a un code QR. Là, je l'ai bloqué parce que je veux que vous m'écoutiez. Mais à la toute fin, vous allez y avoir accès. Puis, donc, ça va vous permettre de télécharger la diapo avec les liens vers ces documents-là. Donc, on a le guide FAD comme tel, qui est le document principal, mais on a également tout regrouper, les documents de travail dans un même document et toutes les procédures, en fait, dans un même document également. Avant de passer à la diapo suivante, je veux également remercier Mélanie Cabana pour m'avoir aidé à monter les diapos. Donc, j'ai déjà... la présentation, elle est structurée autour des 3 questions qui nous ont été posées là, par les organisateurs. Donc, la première question, j'ai déjà commencé à y répondre un peu, mais comme je vous disais, en fait, en ayant la responsabilité de plusieurs cours, de plusieurs programmes, ce qu'on a dénoté, c'est plusieurs ressources, mais qui n'étaient pas regroupées en un seul et même document. Puis, nos enseignants, en fait, recouraient à nous plutôt que de recourir à ces documents-là par souci de gagner du temps. Et donc, nous, on se disait, ben, s'il y avait une ressource qui était faite par et pour des enseignants, ben, probablement que ça faciliterait leur accompagnement parce qu'on est prof, on veut faire de la recherche aussi. Puis, donc, c'est par un souci de temps puis d'accompagnement. Et c'est vraiment là où on a décidé de regrouper
une grande équipe. Donc, il y avait Marie-André Babineau, Tommy Gagné-Dubé, avec qui j'ai parlé de fiscalité, le vice-décanat, en fait, qui avait contribué à faire la première version du guide FAD également, qui a été impliqué dans le processus. Et puis là, en fait, en regroupant ces personnes-là, on a également été du côté, bien sûr, du SSF, donc qui est le service de soutien à la formation, pour s'assurer d'avoir l'expertise requise, parce que nous, on est enseignants, mais on ne connaît pas nécessairement toutes les bonnes pratiques comme telles. Donc, voilà. Et on s'est adjoint également l'aide de Camille-Hélène Saint-Aubin, qui est bibliothécaire, puis qui s'occupait essentiellement là, de tout ce qui est relié aux droits d'auteur. Donc, avec cette belle équipe-là, ce qu'on a fait, c'est donc de concevoir le guide FAD qui est destiné à 3 usages en gros. Les 2 premiers sont regroupés dans le premier point. Donc, le guide s'adresse d'abord aux personnes qui souhaitent concevoir un cours en formation à distance, donc de partir de zéro et puis le concevoir à partir de zéro. Mais également celles qui souhaitent migrer un cours déjà existant en formation à distance. Et là, c'est tout un changement de cadre. Pour avoir accompagné plusieurs personnes enseignantes dans ce processus-là, c'est pas évident, puis ça demande beaucoup de réflexion et d'accompagnement. Et le guide, il est structuré pour justement poser ces bases-là, puis référer également l'enseignant à des ressources lorsqu'il en a besoin, parce que c'est pas vrai qu'on peut faire ça tout seul. Ensuite, il s'adresse également à quelqu'un qui veut reprendre un cours en formation à distance, c'est-à-dire comprendre comment il devrait être structuré, puis pouvoir l'améliorer également en continu, puis pouvoir le mettre à sa main. Le cas échéant, lorsque c'est dans cette optique-là, ben, on a souligné certains passages dans la table des matières qui lui permet justement de cibler les sections qui sont particulièrement pertinentes pour ces visées-là. Autrement, pour concevoir ou migrer, ben, les besoins peuvent varier, là, mais essentiellement, tout le guide peut être pertinent. Le guide est structuré également autour de 5 grandes étapes qui est dérivé, en fait, qui s'inspire du modèle ADI. Les étapes, en fait, on les a renommées, mais on comprend, en fait, qu'on est centré autour de l'apprenant là, comme modalité pédagogique. Et donc, en fait, ce qu'on a fait actuellement, c'est qu'on a pu terminer les 3 premières étapes. Donc, actuellement, le guide vise la planification générale d'un cours, vise également sa conception pédagogique, incluant le scénario du cours au grand complet. Puis, on parle un peu de communication dans ce cadre-là, en lien avec le REL que Cathy nous a présenté tout à l'heure. Donc, nous, l'idée ici, c'est de les prévoir dès le scénario du cours, mais comme tel, la ressource qui a été développée par Cathy nous semble tout à fait complémentaire à ce niveau-là. Et puis, finalement, en fait, ce sont des étapes, vous le voyez, là, il y a plusieurs itérations, mais l'idée, en fait, c'est la conception pédagogique va nous mener à l'intégration. Nous, on utilise Moodle à l'école de gestion, à l'Université de Sherbrooke plus largement. Puis on utilise également Teams, donc c'est plusieurs ressources qui sont disponibles à cet effet-là. Dans une prochaine réédition, il pourrait y avoir donc l'étape 4 et l'étape 5 de manière un peu plus vaste. Actuellement, on a essayé de trouver quelques astuces, mais on n'a pas pu aller dans le détail de ces étapes-là. Donc, voilà pour ça. Je vous présente ici, en gros, qu'est-ce que ça peut ressembler. C'est-à-dire que le guide, si je peux vous le décrire en un mot, c'est un gros coffre à outils. Il contient une foule de ressources, puis je trouvais que la table des icônes permettait de faire un peu l'inventaire de ce qu'il contenait. Fait en gros, la première icône qu'il y a tout au long du guide, c'est une boîte à outils, justement, parce que dans le cadre du guide, on a plusieurs gabarits. Des gabarits Geniali, entre autres, comme ce que vous voyez à l'écran, c'est... on a développé, en fait, une ligne du temps qui aide l'enseignant et également l'apprenant à visualiser comme tel le cours sur la ligne du temps. Le tout est adaptable, donc ils sont également disponibles pour téléchargement. Donc,
ça, c'est un exemple de gabarit qui a été développé et qui est disponible à partir du guide FAD. Également, on a développé, en fait, au fur et à mesure, c'est depuis 2017, en fait, qu'on migre en formation à distance. Et puis, on a développé un site Moodle type qui peut être adapté, qui comprend vraiment les grandes étapes. Évidemment, ce site Moodle-là, il est pour l'instant limité à l'Université de Sherbrooke, mais si jamais il y a un intérêt, s'il vous plaît, vous pouvez nous le communiquer, là, puis on pourra en discuter parce que je suis pas mal certaine qu'il peut y avoir des possibilités plus larges à cet effet-là. Et puis, bon, il y a plusieurs documents de travail également. Quand je vous parlais d'un scénario de cours, par exemple, on a développé avec le SSF un gabarit de macro, micro design en formation à distance pour justement voir la scénarisation du cours au plan macro et puis ensuite le scénariser là, étape par étape. Puis, on a également un plan de cours type en formation à distance qui a été adjoint au niveau de ce recueil de documents-là. Ensuite, si on regarde l'autre icône ici, on a une icône astuce, à savoir ici et là, il y a certains trucs qui ont été développés à l'aide de la pratique, comme par exemple quand on développe une grille pour évaluer un travail, ben, on peut la tester en corrigeant un ancien travail. C'est des petites astuces comme ça qui sont parsemées ici et là. Le pourquoi, en fait, c'est souvent utilisé pour souligner l'importance d'une étape qu'on a parfois tendance à escamoter, mais qui peut être problématique au fil d'arrivée. Les livrables, bon, c'est à chacune des étapes que vous avez vues tout à l'heure, quels sont les livrables. Donc, qu'est-ce que l'enseignant devrait avoir en main à la fin de l'étape comme telle. Ensuite, faire attention je vous donne un exemple très simple, à savoir où sont hébergées les ressources. C'est-à-dire, par exemple, pour Génie Ali, il y a H5P, on en a parlé tout à l'heure. Par contre, c'est toujours avoir le niveau d'investissement puis de facilité qu'on a avec la ressource, mais dans tous les cas, ce qui est mentionné dans le guide FAD, c'est de toujours privilégier les ressources qui sont hébergées puis accessibles sur le plan institutionnel. Donc, c'est un exemple de attention à. Il y a plusieurs illustrations et exemples d'applications à travers le guide. Et finalement, pour les procédures, ben, il y a un recueil de procédures, comme vous l'avez vu au départ, qui a été créé et hébergé à part. Comme par exemple, ici, vous avez la procédure pour passer un appel test par Teams. Il y a beaucoup de procédures qui touchent Moodle, somme toute. Donc voilà, c'est tout pour ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? Je vais peut-être arrêter mon partage d'écran également. Monsieur Potvin, je pense qu'on vous entend pas. On vous attrape. Désolé, désolé. Oui, j'allais dire qu'il y a eu un commentaire dans le chat. Cathy veut vous recruter. Mais ça va me faire plaisir de discuter avec vous, Cathy. Ce que j'ai dit avant, c'était une autre blague plate, c'était que tout le monde a été sage, donc on a eu notre cadeau de code QR à l'écran. Alors, le code de, pardon, de code de, oui, c'est ça, de code de, comment est-ce qu'on dit ça donc? C'est ça, C'est un un code code QR. C'est QR. bien Un ça. code Je Oui. suis un QR, peu Claude. mélangé, là, Ça va bien, question-réponse. Claude. C'est parce que dans Zoom, il y a un outil qui s'appelle question-réponse aussi. Là. J'étais tout mélangé avec ça. Voilà. Il y a Marianne qui a la main levée. Oui, merci Marie-Michel pour la présentation. C'est sûr que pour avoir été un petit peu dans les coulisses, puis tu sais, c'est un guide qui a plusieurs itérations, fait que c'est le fun de voir comment tout d'un coup tu sais, une individu responsable de programme, hautement motivé, investi en innovation pédagogique autant que dans ses activités de recherche, s'investissent. Mais c'est pas banal parce que tu sais, tu l'as dit rapidement, il y a même un plan de cours. Attends, c'est un plan de cours type de la faculté. Donc, tu as même fait le travail de retourner à la vice-doyenne à la formation pour négocier, demander, éduquer sur les règles pour que ce plan de cours-là, type de l'école de gestion qui est super bien bonifié avec
les outils d'IAG aussi, balises d'utilisation d'IAG, pour que ce soit diffusé sous licence libre. Donc, tu sais, l'aspect facultaire est intéressant, puis l'aspect aussi approche programme. Donc, c'est un grand préambule pour, en fait, ma question est, les retombées dans ton programme, moi je connais, bon, ton programme en SST, tu sais, je le comprends très bien, mais quelles sont tes visées ou tes prévisions au niveau de la faculté des retombées de ce guide-là? C'est une bonne question. En fait, pour l'instant, il y a le vice-décanat à l'enseignement qui est tout à fait intéressé à lui donner une belle visibilité. En fait, pour nous, c'était pas seulement au niveau des programmes en santé-sécurité, mais on a également des programmes en fiscalité qui sont en formation à distance. Puis, on commence également à migrer des cours au bac en formation à distance. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que les modalités pédagogiques que nous, on utilise, peuvent être vues. En fait, il y a des préjugés envers la formation à distance qui doivent être déconstruits, à savoir que moi, j'utilise beaucoup l'approche par projet. Et ça se fait vraiment bien en formation à distance. Alors que, il y a des collègues qui peuvent être un peu résistants, un peu réticents au premier abord. Mais en réalité, l'idée, c'est de faciliter le changement de cadre ici. Puis, ben, c'est certain que quand on a l'impression qu'il n'y a pas de ressources puis qu'on doit commencer de zéro, c'est pas tout le monde qui est motivé puis qui veut aller de l'avant. Puis c'est pour ça qu'on s'est dit, ben, pourquoi réinventer la roue à chaque fois? On s'est rendu compte avec Marie-André, entre autres, qu'on avait des gabarits type Moodle. Ben, on a mis tout ça ensemble, puis on a collaboré au bénéfice là, de l'école de gestion comme telle. Fait que, voilà. Je connais pas les retombées, mais je sais que c'était attendu vraiment beaucoup par le vice-décanat. Puis nous, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir y contribuer, puis de pouvoir semer la graine pour faire fleurir la FAD. Eh bien, bravo. Moi, je vais me permettre un commentaire, disons, c'est spécifique. Moi qui suis quand même un conseiller pédagogique spécialisé en formation à distance depuis toujours, j'en reviens pas que ce soit une prof qui nous ait présenté ça aujourd'hui. D'habitude, c'est des affaires de conseillers, conseillères pédagogiques là, qui viennent nous donner des leçons, hein, ben, nous donner des leçons aux profs, mais là, qu'une prof s'approprie ça puis dit ben non, regardez, là, on est capable de faire des choses qui sont, disons, adaptées à notre faculté. Puis je vous donne des exemples. C'est fantastique. Bravo. Bravo. C'est une bel exemple, vraiment très inspirant. Ben, merci beaucoup. Alors, on est rendu déjà à notre dernière présentation, et non la moindre. Vous allez voir, elle est quand même très originale, la présentation d'Olivier Mauss du Cégep Saint-Laurent, et avec un titre original aussi, là, Via l'IA. C'est cute, hein? C'est quand on le dit que ça résonne bien. Alors, c'est une trousse d'ateliers numériques pour stimuler la motivation et l'engagement étudiant pour les cours de renforcement. On est en français, au niveau collégial, bien sûr. Exact. Donc, Olivier, à toi la parole, là. Ben, bonjour à tous. Merci de prendre le temps d'être encore là avec moi. Moi, je suis professeur au Cégep de Saint-Laurent, puis je donne particulièrement les cours de renforcement français qui ont beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau de l'engagement étudiant et de la motivation. On peut perdre la moitié de nos élèves ou le tiers des élèves au courant de la session. Donc, il y a vraiment du travail à faire aux côtés de la motivation. Puis c'est des cours aussi que les professeurs n'aiment pas tellement donner. Au Cégep, ici, ils sont imposés. Donc, on a des professeurs qui sont parfois démotivés, puis des élèves aussi. Donc, on commence avec une espèce de bagage difficile à gérer. Et moi, j'adore donner ces cours-là, puis je voulais créer des ateliers que j'aime donner et puis que les professeurs peuvent reprendre. Avec là, l'arrivée avec l'IA, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut jouer avec ça pour agir sur la motivation puis l'investissement étudiant. Donc, c'est vraiment la prémisse de base. Ensuite, quand j'ai découvert ben, les ressources éducatives libres, je me suis dit, ben, c'est parfait. Moi, je veux que ça voyage, ces affaires-là. Et ce sont des ateliers, des structures de base qui peuvent peut-être planter des graines dans la tête des professeurs. Ce sont des fiches Word principalement que l'élève peut modifier un peu à l'instar des Canvas que Cathy Jonca avait présenté là, pour les mails. Mais c'est des travaux et des grilles d'explication de comment
agir pendant l'atelier, puis aussi comment un petit peu là, mobiliser les ressources des étudiants pour mener à bien ces exercices-là dans le cadre de cours. Donc, j'ai toujours, dans la plupart de mes ateliers, conçu une utilisation de l'IA, puis comment le professeur doit la faire la jongler, si on veut, et puis du côté étudiant, qu'est-ce qui est transmis pour lui. Donc, c'est vraiment des ateliers que je souhaite le plus clés en main, mais qui sont aussi des petites armatures fines qu'un professeur pourrait déployer. Puis dans certains cas, moi, si j'ai basé des évaluations sur ça, ben, je mets ma grille de correction, qu'est-ce qu'on peut évaluer, tout ça. Et c'est des documents qui sont là pour qu'un professeur puisse dire, ah, j'ai pas détaillé, je suis en train de faire mon plan de cours, j'aimerais faire quelque chose de nouveau, avoir une approche inclusive, d'une compréhension de texte qui n'est pas juste écrire un texte. Je voudrais qu'on la voit différemment, mais c'est là que j'ai créé, par exemple, mon atelier du récit illustré que je vais vous montrer à l'instant. Donc, blablabla, ça va être... j'ai tellement d'onglets d'ouvert. Je pense que c'est lui. Ouais, je pense que c'est ça. Non, ça, c'est un plan court. En attendant, Christian vient de partager le lien Zenodo, donc la ressource, vous pouvez accéder à la ressource aussi, là, qui est le lien est actif. OK, je l'ai. Et c'est ça qui arrive quand on a plein d'onglets d'ouvert. Donc, la ressource, là, j'ai pas des problèmes avec toutes mes fenêtres. Oups. OK. Donc, premier exemple, c'est mon atelier 1 qui est le dévoilement d'équipe. J'essayais de faire en sorte que, un professeur ait un guide très simple à suivre, qu'ensuite il l'arrime avec la lecture des consignes des élèves et puisse mener à bien la consigne. Donc, ça, c'est vraiment pour les professeurs. OK? Ma première clientèle, si on veut, c'est le professeur qui veut essayer d'utiliser l'IA pour faire quelque chose dans son cours, particulièrement le renforcement de français. Donc là, d'un point de vue pédagogique, j'essaie vraiment de dire, bon, ben, c'est quoi les objectifs de tout ça, puis comment est-ce qu'on agit, puis quel outil d'IA je vais utiliser. Donc, j'utilise principalement ceux qui sont en version libre, qu'on peut accéder avec un compte Microsoft, parce qu'au Cégep, la plupart du temps, on a un compte Microsoft, donc qui est lié avec Bing, et aussi ChatGPT dans sa version libre d'accès. Donc, c'est avec ces outils-là principalement qu'on va travailler. Par contre, il serait adaptable, un Cégep qui aurait eu l'idée de prendre un moteur de génération d'images comme Midjourney, par exemple, pourrait facilement faire l'atelier selon les mêmes consignes, les mêmes requêtes. Mais comme je donne des exemples avec certains, je reste avec ça. Et c'est vraiment orienté vers un enseignement en classe. Donc, j'évalue aussi la durée potentielle de ça. Et puis, j'ai des recommandations pour le professeur. C'est suivi d'une procédure. Si on veut le mener à bien, ben, quel document est-ce qu'il faut mettre en ligne? Donc, c'est vraiment une espèce de guide pour la personne étudiante qui voudrait se lancer dans ça. Et je vais donner un exemple de les consignes pour les élèves. Les consignes pour les élèves, ben là, à ce moment-là, c'est des documents qui sont imprimables. Et j'ai mis dans une couleur, le bleu de Saint-Laurent, tout ce qui est ce que le professeur doit réviser et qui doit ajuster à ses critères. Par exemple, à lui, qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Combien d'images est-ce que tu veux créer? Là, ici, je suis dans mon atelier du récit illustré. Parce que dans ce qu'on demande en renforcement, il faut être capable de résumer une histoire. Mais comme on a souvent des problèmes en français écrit, je dis, ben, crée-moi une image qui résumerait. Essaye de m'illustrer le conte. Puis d'être capable de résumer une scène à un moteur d'intelligence qui nous crée une image, c'est la même chose que faire un bon résumé. Ça va être la machine qui va devoir créer visuellement ce qui est l'interprétation de ton bon résumé. Et comme le résultat passe par un autre sens, ben on est dans une approche inclusive par ici. Donc voilà pour le récit illustré. Et tout ça est fait pour être très modifiable par les professeurs. Moi, j'ai opté pour une licence la plus libre possible parce que ça ne m'intéresse pas que le savoir soit tout le temps payant ou bon, le moins possible. Donc, c'est un petit peu ça que j'ai fait. Bon, on partait avec rien, hein. Il n'y a pas de ressources du tout sur ça en français. Donc, c'était vraiment là, moi qui ai idéé tous les projets. Donc, j'ai eu de la difficulté à en créer autant que j'aurais voulu, disons. Mais bon, la chose étant faite, j'ai trouvé des trucs qui sont intéressants. Et il y a toujours des exemples pour chacune des images qu'on pourrait créer, par exemple dans le récit illustré, avec des problèmes qui sont rencontrés si on analyse bien l'image en fonction d'un récit court.
Puis comme la formule, je voulais qu'elle soit justement CC BY, ben, je me suis basé par exemple sur des textes de Wikisource, donc des textes qui sont libres d'accès, à partir desquels on peut travailler, et de là, faire cette activité-là, qui est un petit peu différente pour essayer d'agir sur les élèves. Donc, les problèmes qui peuvent être rencontrés à chaque étape ou chaque moment, si, admettons, mes élèves me montrent une image par rapport à une nouvelle, puis je suis comme, ouais, mais OK, en fonction du contexte de la nouvelle, par exemple, en quoi est-ce que ton image elle est bonne? Comment est-ce qu'elle est détachée? Ben, où est-ce que ça peut bloquer dans la requête que tu as rentrée sur Bing Image? Donc, j'ai réussi à mener à bien 4 ateliers. Il y en a un qui est particulier, qui n'a pas de consigne étudiante parce que c'est pour créer des textes où un élève doit identifier des fautes en fonction de ses difficultés langagières à lui qui lui sont propres. Donc, c'est le professeur qui génère essentiellement des textes de CCDMD. C'est une machine à créer des textes de la banque de français, si on veut, de CCDMD, qui est une ressource en ligne depuis longtemps. Je me suis inspiré un peu d'eux dans la mesure où comment est-ce qu'on peut faire des activités un petit peu plus adaptées puis ciblées sur mes élèves. Donc, j'ai créé une formule de requête. Je peux aller vous la montrer. Elle est dans mon atelier 4. Et tout ça est vraiment, oups, pas atelier 4, c'est atelier 3. Tout ça, c'est dans des formules qui se veulent légères. Donc, moi, j'ai opté pour des documents doc qui sont modifiables, des PDF de présentation imprimables. J'ai pas, je ne savais pas dans quelle mesure c'était pour aider d'avoir quelque chose, une structure qui était vraiment plus lourde à porter. Je voulais que ça soit imprimable en bon vieux français, du plug and play pour les professeurs. Donc, c'est un petit peu vers ça que je me suis enligné. Et ça ici, c'est une requête que j'ai créée pour un élève désireux, un professeur, pardon, désireux de faire des exercices de français ciblés à, par exemple, un groupe qui aurait des problèmes en orthographe. Donc, ça crée un texte en fonction d'un sujet, en fonction d'une difficulté de 1 à 10, donc qui est adapté à mon niveau, le niveau de mon groupe, et un nombre de mots. Puis je lui donne un sujet, par exemple, parce que des dictées sur des sujets très techniques, ben, on va faire des fautes d'orthographe parce qu'on ne sait pas comment ça s'écrit, ces termes médicaux-là. Mais là, je peux faire un texte sur n'importe quoi. ChatGPT va me l'adapter, puis je copie et colle cette requête-là et je change les termes en couleur, puis ça va me donner 3 degrés de difficulté différents dans mon texte. Le texte avec les fautes, le texte qui donne des indications sur il y a combien de fautes dans chaque phrase et le texte finalement corrigé. Donc, je peux l'imprimer et le distribuer à mes élèves assez facilement en ciblant les types de fautes qui font le plus. Donc, tout ça, ça a été une aventure pour essayer de voir comment est-ce que je peux rentrer l'IA dans les cours de renforcement pour essayer différemment de le mobiliser, cette ressource-là, qui a beaucoup de potentiel, mais qui, surtout dans le cours de renforcement, on marche sur une corde raide parce que les élèves, leur facilité à rentrer des requêtes dépend d'une compétence que je suis en train d'essayer de leur enseigner. Donc, c'est hyper difficile de mettre des structures et les amener à s'amuser avec la machine quand ils ne savent pas écrire une phrase pour organiser un résumé. Donc, c'est pour ça qu'au final, c'est vraiment de l'introduction à l'IA. C'est pour essayer des choses dans le cadre d'un cours de renforcement ou les cours de 101, les premiers cours en français là, au Cégep. Donc, voilà. Hey, merci beaucoup, Olivier. Quelle approche originale, hein, quand même. C'est particulier. On n'a pas encore vu beaucoup de ressources développées qui expérimentent l'IA comme ça, qui se l'approprient dans l'enseignement. Je vois Maud qui applaudit, qui est ta collègue aussi, là. Oui, Maude est Oh, arrivée, je ne l'avais pas vu pendant les autres présentations, mais effectivement, Maude qui m'a aidé, qui m'a épaulé dans ça, là, parce que bon, c'est ça, c'est quand même, comme Claude et Christian l'avaient dit, c'est quelque chose faire une réelle from scratch en bon français, là. C'est vraiment, c'est une expérience que j'ai aimée, mais qui représente des défis là, de tous les moments. Ouais. tu l'as dit tout à l'heure, je pense qu'au début, bon, c'est un projet avec la fabriquelle, je pense que je l'ai pas dit dès le départ, mais il y a eu quand même, je pense qu'il était très ambitieux au départ, hein. Il y avait beaucoup d'idées au début, mais on s'est rendu compte qu'en cours d'écriture, oh, il y a quand même plus de défis qu'on pensait, là. Il y a plus de choses à considérer que ce qu'on pensait. Euh, il n'y a pas eu de
comment? Oui, il y a une question de Marianne qui lève sa main. Ben oui, donnez-moi l'opportunité de parler dans un micro, moi je parle. Ben, en fait, j'ai trouvé ça très intéressant comme proposition d'activité, Olivier. Je l'ai déjà transféré à 2 collègues. Une enseignante, en fait, en exploration théâtrale au Cégep de Saint-Hyacinthe. Entre autres, la quatrième, tu sais, le quatrième scénario, c'est intéressant. Je trouve que ça permet aussi d'exploiter les IA en allant stimuler la créativité, toujours Ouais, en lien avec des objectifs aussi là, dans le plan de formation. Fait que ça, je trouve ça, sans nécessairement focuser sur maîtriser les IA. Donc, non, exactement. pour la clientèle dont tu mentionnais, ben, je trouve que c'est tout à fait approprié. Puis, puis je reconnais l'ampleur du travail. Puis tu l'as mentionné aussi, comment c'était important pour toi que ce soit simple Ouais, d'utilisation. Donc, ça, c'est vraiment génial. Euh, Là, je regardais, moi, chez l'Université de Sherbrooke, on a aussi partagé un scénario d'apprentissage ou il y a besoin d'un canevas d'activité, mais c'est d'initiation à ChatGPT, aux autres outils. Je le mets dans le clavardage, mais c'est pas OK, la même visée. OK, Puis, je trouve que c'est quand même intéressant de comparer. Ben, je suis retournée voir, puis j'ai vraiment saisi le public lexique n'est pas le même, puis l'objectif pédagogique n'est pas le même non plus. Donc, moi, je trouve qu'il y a un caractère unique là, dans ta proposition. Je pense que ça vaut la peine de, peut-être au niveau de la Fédération des cégeps, pour qu'ils en parlent aussi, pour que ce soit réinvesti dans les cours je ne veux pas mal le dire, mais de mise à niveau en français, là. ouais, exact. Oui, effectivement, parce que c'est des professeurs aussi dans les départements de français qui sont très rétifs souvent à aller vers l'IA, puis avec des réserves que je comprends tout à fait. Mais moi, je me suis dit, ben, c'est parce que faut pas avoir peur tant de ces choses-là, au moins les éduquer, puis être capable d'en faire. Puis dans l'atelier 4 sur le théâtre, c'est de provoquer un dialogue avec la machine qui peut nous nourrir, tu sais. Fait que ça ne devrait pas être un problème non plus là, à comprendre. Donc, ouais, chaque atelier est différent, puis il peut être interprétable. Tout de suite, tu as pensé à théâtre parce que oui, effectivement, ils sont flexibles, ces ateliers-là. C'est juste des graines, des façons d'interpréter, puis après, on part avec ça. Comment c'est reçu chez les étudiants? C'était ma question, Marianne. J'aurais dû couper la parole, là. je- ben, admettons, le texte pour cibler les fautes de français, je leur dis pas nécessairement que ça a été fait avec l'IA, mais c'est reçu comme, ben, ils voient qu'ils peuvent se pratiquer en français, le nombre de fautes, des indices, ça devient une espèce de jeu de détective. Donc, à ce moment-là, c'est bien reçu, mais je leur dis pas que c'était fait avec l'IA. Le prof, je me suis gardé cette réserve-là. Mon atelier de dévoilement d'équipe, ça s'est bien fait, mais je voyais que les élèves avaient de la misère des fois à rentrer des requêtes pourtant simples. Fais une image qui me ressemble avec une thématique. Ils écrivent Pirate Cube, là, des fois. Là, tu sais. Donc, il y a un apprentissage qui doit être fait. Puis en renforcement, c'est très disparate comme compétence là, que mes élèves ont. Donc, il faut gérer ça avec de l'apprentissage actif. Donc, c'est toutes des choses que c'est pour le professeur qui est un petit peu ambitieux, là, parce qu'on peut avoir des problèmes qui ne sont pas de l'ordre de l'utilisation du GIA. Mais les élèves sont beaucoup plus fiers du résultat final qu'un texte qui est pas avec des supports visuels sur lesquels ils ont eu du contrôle. Donc, ils acceptent bien ça, mais ça peut être difficile à animer en classe. Hmm, hmm. Merci beaucoup. Une expression, c'est une exploration, un début d'exploration du potentiel quand même d'un nouvel outil ou d'une famille d'outils IA qui commence à peine là, à être une petite voile soulevée. Et j'ai hâte de voir aussi comment ça va évoluer. On parlait d'évolution un peu tout à l'heure de certaines règles. Olivier, comment ça va se développer dans le temps? Si tu vas continuer de développer des scénarios, tu vas les raffiner. Ça va être intéressant de voir peut-être dans une couple d'années. Oui, exact. C'est ce que je vais faire avec ça. Mais là, on va prendre le temps de digérer celle-ci pour revenir plus armé pour les prochaines, je pense, là. Puis peut-être regarder les balises d'utilisation de l'IA pour voir là, comment on peut jouer plus avec ChatGPT, parce que je pense que c'est une avenue qui est pertinente, là. Peut-être l'adapter à d'autres cours aussi. Beaucoup de potentiel. Alors, merci beaucoup. Écoutez, ça termine notre première vitrine, nos présentations d'aujourd'hui, nos 5 présentations d'aujourd'hui. C'est parti remise. On a un autre événement le 19, mercredi prochain à 9 h du matin. Cette fois-là, on va avoir 6 présentations. Alors, écoutez, je vous invite à revenir faire un tour à ce moment-là. Nous, ben, à part ça, on a aussi plein d'autres activités dans le mois de l'éducation
l'éducation ouverte. Je ne sais pas, Christian va peut-être Ouais, remettre le je mets ça lien vers la programmation. Alors, ça continue pour les 2 prochaines semaines jusqu'au fin du le 27 mars. Donc, on en a encore pas mal. Alors, écoutez, je remercie tout le monde. Aujourd'hui, on a 2 personnes techniques derrière qu'on n'a pas vues, Gabriel et Laurent. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont présenté aujourd'hui, bien sûr. Christian qui était à la régie, on va dire ça comme ça. Et puis, ben voilà, on se revoit donc peut-être la semaine prochaine ou sinon dans un autre événement là, du mois de l'éducation verte. Merci beaucoup tout le monde et bon dîner si vous n'avez pas dîné. Bon après-midi. Bon Merci appétit, tout le bye monde. bye, merci pour tout. Au revoir. Au revoir. Encore, bon, on a 2 personnes, Lisa puis Williams, là, qui sont encore en ligne. Est-ce que tu arrêtes l'enregistrement ou je peux l'arrêter? Je peux Oh, arrêter ça? de toute façon, oui. Ben, on peut. Je peux arrêter ça. Est-ce qu'on est capable de Je peux bumper l'arrêter. les 2 personnes? Ouais, je vais Oui. taper, je vais. Ouais. Ça doit, hein? Ben, en fait, je vais les mettre. Je les ai remis en De salle toute d'attente, façon, là. de toute façon, on va Ouais. éditer. Ah, on est capable de faire ça? Je les ai mis en On salle peut, d'attente. on peut les remettre en salle d'attente. C'est OK. ça, j'ai fait. Si je les supprime, ils partent, c'est ça? Je pense que oui. Parce que je vais les supprimer. Un peu. Tiens. Une fois supprimé, Lisiane ne pourra pas participer à la réunion. OK. Je supprime. Mais là, ça dit signaler à Zoom. Je pense que je vais le laisser faire. On vous a Bon, faire une mauvaise je réputation vais pour laisser ça. faire. Ben, j'aurais pu le décocher, là, mais je pense qu'elle va s'en aller. OK, bon. On va la barrer à vie à Zoom, on veut pas ça. On va se poser des questions. En tout cas, est en salle d'attente. Bon, Ah, ouais. Ben, écoutez, ça s'est bien voilà. passé quand même. Gabriel, Bravo. t'es allé dîner, t'es revenu ou Oui. finalement, Laurent? Oui, OK, on n'a rien vu, nous autres. Non. Non, c'est ça, ça s'est bien passé. Par principe, je me suis reconnecté. J'ai demandé à Laurent s'il y avait des problèmes, puis tout était Non, beau. il Fait n'y que, a pas eu. Super. Non, je pense que tout a bien été. Oui, Bon, il y a une couple qui a eu un peu de problèmes à partager, mais pas plus que ça, là. Ça a très ouais, bien roulé. Je pense que. c'était bien, c'était dynamique. Bravo, Claude, ton animation. Marianne qui pose des questions aussi. Tu sais, je veux dire, ça permet de sortir le jus, là. On dirait que les gens ils ont peur je sais pas, de se Ouais, prononcer. ah, ben, il y a eu quand même quelques Oui, interactions aussi en dehors. C'est bien. oui, Je veux oui, dire, c'est le fun quand il y a un peu d'interaction entre les créateurs aussi. Tu sais, c'est quand même aussi. l'occasion de Oui, sortir un peu de son univers dans lequel il a passé quasiment une année. oui, Tu sais, puis là, puis on voit qu'il y a un peu il y a des choses qu'on peut récupérer des autres, des bonnes idées aussi ailleurs. C'est le tout à fun. Je fait. pense Ça que, fait un beau partage. Ouais, 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 c'est ça. Bon, fait que l'idée, c'est que ça voyage un peu sur le net par la suite. oui, Moi, ce que je trouve, une chose qu'on pourrait exploiter, je ne veux pas t'étirer, Gabriel, là, merci beaucoup. on Si peut tu veux. arrêter ouais, pas de problème. l'enregistrement. Ouais, Ah, de toute façon, c'est arrêter ça, ça. hein, j'allais dire, Christian, c'est ça. Il faudrait inciter, puis je vais te dire à